C'est un fait. C'est ce qui est sur le terrain. Vous avez très bien schématisé ça, tout en étant sérieux, parce que les schématisations ont souvent tendance à s'écarter du sérieux, mais vous avez schématisé sérieusement, c'est le temps. C'est le temps. C'est le Mali, la seule mutation qu'il y a sur l'espace, sur le front du Sahel, c'est que le sous-traitant, les sous-traitants, à savoir la France et comment vous l'appelez le truc des Européens là, c'est Takuba, c'est ça, non? C'est ça, oui, la France est Takuba, ayant failli, le patron est sorti. Le boss, c'est l'OTAN, les États-Unis. C'est cela qu'il s'agit. C'est-à-dire que même quand la France agissait là-bas, tout ça, elle n'était qu'un sous-traitant, n'est-ce pas, des Américains. On sait très bien que les Américains ont une base spéciale particulière au Niger, très longtemps. Et dans la hiérarchie stratégique militaire, si vous avez les forces françaises quelque part et que derrière il y a les Américains, les patrons, ce sont les Américains. Ça a toujours été comme ça. Donc, mais le sous-traitant a failli. Le gendarme, il est très incompétent, il est corrompu, il est faible, il n'a pas de consistance stratégique. Il n'était plus à la hauteur de la situation. Les Américains, maintenant, sont devant. Alors, c'est ça, c'est cette comment dire ça, c'est cette mise à jour, c'est cette mise à jour au niveau de la hiérarchie des rôles, simplement, qui est en train de s'opérer au niveau du Sahel. Donc, de plus en plus, on voit le temps se mettre en avant. Alors, il ne s'agit pas de nier la spécificité de la partie française dans le Sahel. Il ne faut pas nier ça. C'est-à-dire, tout en étant un sous-traitant, la France, à cause de sa présence historique, n'est-ce pas? Et même parce qu'il a été longtemps le gendarme. Oui. Le gendarme sous-traitant, elle a une connaissance du terrain. Elle a une connaissance du terrain supérieure, surtout en termes de maillage territorial, surtout en termes de connaissance culturelle des lieux. Elle a un avantage sur les États-Unis. Et puis, cette mutation qui fait que les États-Unis passent en avant, crée une dynamique tectonique, même au sein de l'Alliance occidentale. Parce que le déclassement de l'ancien gendarme qu'on appelle la France ne va pas se faire comme ça. La France, même pour sa survie personnelle, va tout faire pour essayer de retrouver la place qu'elle a perdue, ce qui va se poser un conflit avec les Américains. Donc quand on dit autant, il ne faut pas croire qu'ils s'entendent trop sur tout. Non, c'est que la présence, le retour en première ligne des États-Unis, oui, qui évidemment veulent liquide l'avantage de la France, ça se passe comme ça dans les combats inter-impérialistes, n'est-ce pas, va créer une situation où la France, quand je dis la France, je ne dis pas M. Macron. Oui. M. Macron, c'est un mondialiste, c'est un sous-fifre carrément couché sur les bottes des Américains. Donc, je dis la France, la structure étatique française, avec la partie patriotique, ne va pas se laisser faire. Donc, il y a cette bataille-là qui fait que, tout en reconnaissant, tout en te soumettant au leadership américain, parce qu'elle n'a pas le choix, la France va être obligée de marquer son territoire, de marquer sa présence. Donc nous devons très bien analyser ces contradictions qui sont très fines entre, n'est-ce pas, les membres d'une même coalition, qui est coiffée par l'OTAN. C'est de cela qu'il s'agit. Il est évident que, je l'avais dit depuis très longtemps, que le conflit en Ukraine va radicaliser, va aggraver, va accélérer les dynamiques dans le Sahel. Parce qu'à la faveur du conflit en Ukraine, on a vu le retour au premier plan de l'OTAN qui a recolonisé pratiquement l'Europe. C'est une recolonisation totale de l'Europe. Ils sont moins que des vassaux. Ils sont des femmes de ménage de l'OTAN. Ça se voit, c'est ce que le conflit ukrainien nous apprend. Il était évident que ce rebondissement allait, n'est-ce pas, se produire au niveau du Sahel, où il y aurait une redistribution, n'est-ce pas, des rôles, de la carte du jeu, sous le contrôle américain, face à ce qu'on peut dire, n'est-ce pas, la coalition qui unit le Mali et la Russie, pour ne citer que ça. Vous comprenez? Donc, c'est ça, c'est de cela qu'il s'agit. Alors de manière plus précise, pour essayer d'actualiser le regard sur la conflictualité qui est en cours sur ce terrain-là, de manière plus précise, il est clair que la France a un problème particulier avec le régime malien, parce que la France considère que le Mali a franchi les lignes rouges. On n'humilie pas la France. On ne s'oppose pas à la France. Surtout pas une ancienne colonie. Alors, l'État malien actuel a franchi les lignes rouges en termes d'humiliation. La France ne rêve que d'une vengeance. Cette vengeance, tout en le faisant dans le cadre de l'OTAN,
elle y mettra sa part, c'est-à-dire que sa part personnelle. Ça explique ce qu'on appelle, ce qu'ils appellent, ça fait rire, réarticulation de Barkhane au Niger. Ça fait sourire. Mais qu'est-ce que Barkhane fait en Afrique? Bon, ce débat-là, on est passé au stade de dénoncer cette situation. On le fera toujours, mais on est dans une phase d'opération de destruction. C'est-à-dire que maintenant, quand vous regardez le comportement du régime malien, vous sentez que là, on a fait un régime qui est déterminé et qui est à la hauteur des enjeux de l'histoire à l'heure actuelle. C'est-à-dire que c'est clair. C'est la guerre contre la France. Comme la France a décidé de renverser l'État du Mali, eh bien, ça sera la France ou l'État malien. C'est cela qu'il s'agit. Ça sera Takuba ou l'État malien. Ça sera l'OTAN ou l'État malien. Le Sahel est en train de devenir l'épicentre, contrairement à la période avant la guerre en Ukraine, le Sahel est en train de devenir l'épicentre ouvert de cette nouvelle guerre géopolitique à l'échelle mondiale qui va opposer les deux blocs. Non, les deux blocs principaux, il n'y a pas que ça, parlons comme ça, le bloc occidental dirigé par les États-Unis et le bloc, n'est-ce pas, parlons comme ça, des BRICS, n'est-ce pas, animé par la Chine, la Russie et tout ce qui... donc, tout le monde, la Russie et la Chine, principalement. Vous voyez. Donc, on est là dans le Sahel est devenu l'épicentre de ce combat, de ce conflit. Mais, quand on l'a dit, il faut bien insister sur la capacité de la puissance et la lucidité historique du régime malien. Parce que le jeu des Occidentaux est de démontrer que non, le Mali est un vassal des Russes et qu'il n'y a pas de Mali sans la Russie, c'est n'importe quoi. Le processus qui a couru au Mali, on connaît l'histoire. C'est un processus qui est parti d'une confiance aveugle à la France, c'est l'opération Serval, et une confiance aveugle qui permet à la France de s'installer, de faire ce qu'elle fait habituellement partout elle est. On arme les terroristes, on allume le feu pour venir éteindre. Et pour éteindre le feu, on dit donnez-nous le territoire pour signer les accords néocoloniaux. On connaît la vieille tactique. Et dans ce jeu, tout à l'heure, vous avez très bien expliqué le rôle du Qatar et de l'Arabie Saoudite, c'est clair. Le Qatar et l'Arabie Saoudite agissent dans un deal géopolitique historique qui fait qu'une certaine partie des Émirats pétroliers sont des agents de Washington et de l'Occident dans l'architecture de la géostratégie mondiale. Ça veut dire quoi? L'Arabie Saoudite et le Qatar, maintenant on peut le dire, ce débat-là est dépassé, c'est connu. Vous vous souvenez, il y a 2 ou 3 ans, quand il y a eu un affrontement entre le Qatar et l'Arabie Saoudite, les deux rois, ce sont des rois, s'insultaient publiquement et chacun accusait l'autre d'être le parrain du terrorisme au niveau international. Donc c'est clair. Donc personne ne peut être aujourd'hui plus réaliste que les rois eux-mêmes. Nous on l'a dit 10 ans pendant longtemps, on nous insultait, on gueulait, mais à la faveur de cet affrontement entre les deux Émirats pétroliers, les vérités sont sorties. Ça veut dire qu'on sous-traite l'Arabie Saoudite et le Qatar, pour ne citer que les deux parce qu'il y en a d'autres, fournissent, n'est-ce pas, le matériau de façade, à savoir les djihadistes et les terroristes, qui sont tous des barbus. C'est bizarre. Et que sont tous des musulmans. Ça fait rire, hein? Ça fait rire. C'est quand même terrible. Le schéma est pareil partout. Les barbus méchants, nerveux, qui veulent installer un califat, qui veulent installer, n'est-ce pas, une pureté originelle et primordiale de l'existence, qui vont mesurer les barbes des gens, mesurer comment vous coupez votre moustache. Je dis, cette caricature-là, mais en fait, c'est l'Arabie Saoudite et le Qatar et d'autres qui étaient chargés de fournir ce matériel à travers les écoles coraniques, les confréries qu'on finance de gauche à droite, sunnisme, chiite, sous-sunnite, sous-chiite, toutes ces confréries qu'on finançait à gauche à droite. C'était la façade. Mais c'était le cadre d'un deal, parce que vous savez très bien qu'il y a un deal géopolitique majeur qui est à la base de la création de l'euro-économie, l'économie du dollar, l'économie du dollar, qui est l'alliance géopolitique imposée par les Américains à l'Arabie Saoudite. À la chute de l'Empire britannique, on sait ce qui s'est passé. L'Amérique a pratiquement envahi l'Arabie Saoudite et lui a imposé un deal. C'est la naissance de ce qu'on a appelé l'économie du pétrodollar. C'est le deal historique. Et du coup, les Saoudiens et tous ces pays-là n'avaient pas le choix. Ils étaient les lèche-bottes de Washington sur le plan géopolitique et géostratégique. Alors, il y a des évolutions. En Arabie Saoudite, il y a eu une succession. Il y a l'arrivée d'un nouveau roi, Salman, je crois que c'est Salman. Il y a des évolutions que sont au Qatar. À la faveur du redéploiement des changements géopolitiques, on voit que ces anciens vassaux veulent mettre à profit les changements géopolitiques en leur faveur. Mais faites vigilant, parce qu'il ne faut pas confondre une levée des enchères
et une véritable démarcation géopolitique. À ce niveau-ci, on ne sait pas réellement si l'Arabie Saoudite a définitivement démarqué et a rompu, n'est-ce pas, le grand Dieu qu'il a lié historiquement aux États-Unis. Mais on sait que les changements qu'il y a eu en Arabie Saoudite, la montée d'une nouvelle génération, à la faveur de l'arrivée des Allemands, a créé vraiment une situation où la vieille garde qui incarnait ses intérêts de ce vieux deal géopolitique a été mise sur la touche. Donc l'avènement de cette nouvelle génération bouscule les schémas habituels. Mais il faut pas aller vite. Mais on constate quand même qu'ils sont au cœur des dynamiques du BRIC, les dynamiques qui visent à démocratiser les circuits financiers internationaux avec l'avènement de plusieurs monnaies de réserve. L'Arabie Saoudite, on voit les positions qu'ils ont prises à la faveur du conflit ukrainien, tout ça, ça montre qu'il y a des évolutions. Mais il ne faut pas rêver. Parce que, non, en plus d'être des sous-traitants des manœuvres géopolitiques américaines et occidentales, ces puissances-là, ces puissances pétrolières, ont eux-mêmes leur propre dynamique qu'ils greffent à la dynamique globale. Je veux dire que les familles princières, les familles royales, eux-mêmes inscrivent dans le grand cadre géopolitique mondial leur propre dynamique et à la faveur de certaines conjonctures peuvent rouler pour leur propre compte. Donc à ce moment-là, c'est très bien de les souligner parce que même s'il y a des évolutions au niveau de l'OTAN, pour leur propre compte, ils continuent à vouloir tirer les manœuvres.